Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 31 août 2024. Plus de doute, les élèves retrouvent le chemin des écoles ce lundi 2 septembre. La ministre de l'Éducation nationale l'a confirmé. Raissa Malou a également rassuré quant à l'inquiétude soulevée avec la résurgence du Mpox. Vous suivrez sa déclaration dans ce journal. À la une également, en Algérie, les sources d'eau douce sont limitées. Cela dure depuis une trentaine d'années. Les autorités recourent à des ressources non conventionnelles, notamment l'eau de la mer à laquelle elles enlèvent le goût salé. Bonsoir à tous, c'est confirmé, les élèves vont reprendre le chemin de l'école le 2 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, lève le doute. Dans son message, la ministre d'État rassure les parents et les enseignants sur le respect des mesures sanitaires édictées contre l'épidémie de Mpox pour le bon déroulement de l'année scolaire 2024-2025 dès ce lundi et tout au long de l'année scolaire. Je vous propose de la suivre. Chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisée pour s'assurer que tout se passe bien. Toujours en rapport avec la rentrée de classe, les parents et les élèves s'y préparent déjà. Les écoles se disent prêtes pour recevoir les écoliers de ce lundi 2 septembre. En dehors des inscriptions, les parents sont censés payer d'ici la rentrée les frais de confirmation et le minerval pour la première tranche dans certaines écoles, malgré une série de mesures prises par le ministère des tutelles interdisant ce paiement avant la rentrée de classe. C'est un constat fait par Rachel Missinga et Giscard Tamba. À quelques jours de la rentrée de classe prévue pour ce lundi 2 septembre sur l'ensemble du territoire national, les écoles ont ouvert leurs portes pour recevoir parents et élèves qui y vont pour les inscriptions de nouveaux élèves et la confirmation des anciens. Certaines écoles visitées dans la capitale s'apprêtent déjà pour une nouvelle année scolaire. Nouveaux bancs, nouvelles peintures et autres fournitures scolaires. La préfète du complexe scolaire Kobo-Telangui s'est dit déjà prête pour ce 2 septembre. Sur le plan pédagogique, faire la prévision de matière, la répartition, voir un peu les manuels qui sont là, les manuels qui manquent, essayer de compléter un peu les histoires, enfin de recevoir les enfants le lundi. Ça, c'est sur le point pédagogique, mais sur le point de la propriété, nous nettoyons au repain, on voit, on arrange ce qu'il faut déjà arranger. Nous apprêtons aussi notre personnel enseignant pour que chacun puisse être au point le lundi. Donc, on peut dire que nous sommes déjà prêts. Les enfants peuvent revenir, il n'y a pas de souci. Les élèves finalistes trouvés dans cette école, eux aussi, s'impatientent déjà pour commencer ce 2 septembre, même si certains d'entre eux se plaignent de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour entamer la nouvelle année scolaire. Moralement, nous sommes préparés à être forts et nous sommes prêts à relever les défis qui est devant nous. Nous sommes prêts à nous battre pour faire la fierté du collège et nous avons besoin de la réussite et nous avons assuré cette année. Parce que sur ce qui concerne les fournitures scolaires, on n'a pas encore vraiment tout. Mais nous croyons encore que Dieu va faire grâce. Mais on se prépare déjà spirituellement, on se prépare aussi intellectuellement. Et on croit déjà que Dieu va faire grâce juste après la rentrée d'ici. On aura déjà toutes nos fournitures. En dehors des inscriptions, les parents sont censés payer d'ici la rentrée scolaire les frais de confirmation et des acomptes pour la première tranche dans certaines écoles, malgré une série de mesures prises par le ministre de l'EPST interdisant ces paiements avant la rentrée. Pour cette année, l'école a exigé pour participer au cours d'encadrement, il faut premièrement d'abord payer la compte.
être en ordre avec la compte, mais si on peut aussi payer petit à petit le peu qu'on a pour simplement aussi participer au cours. La compte exigée à l'école ici, c'est 400 000 francs. Il est important de noter que la rentrée scolaire 2024-2025 se déroulera dans un contexte particulier marqué par la résurgence de l'épidémie Mpox. En plus des efforts nécessaires pour envoyer les enfants à l'école, les parents sont appelés à collaborer avec le gouvernement pour garantir la sécurité sanitaire de tous les enfants en âge scolaire. Les universités et institutions supérieures en RDC devraient harmoniser leurs calendriers académiques. C'est l'instruction du président de la République. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a ordonné lors de la 11e réunion du Conseil des ministres. Pour le président de la République, il s'agit de mettre fin à l'anarchie qui a cours au sein des établissements d'enseignement supérieur où chacun fixe son chronogramme, peu importe si cela est en phase avec d'autres institutions d'enseignement supérieur ou non. Je vous propose de suivre à ce propos le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Le président de la République tient à l'harmonisation du calendrier académique au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire pour stopper cette tendance à l'anarchie où des établissements fixent de manière individuelle et sans concertation leur propre calendrier académique, notamment la date de la rentrée. Cette situation crée un désordre qui perturbe l'organisation, la préparation des étudiants ainsi que celle de leurs parents. Pareille situation ne peut donc être tolérée. Il est impératif que toutes les institutions académiques respectent rigoureusement les calendriers fixés par les autorités compétentes. La rentrée académique doit être uniforme et synchronisée sur l'ensemble du territoire national afin de garantir une gestion optimale de notre système éducatif et de favoriser l'égalité des chances pour tous les étudiants, tant au niveau national qu'au niveau international, a martelé le président de la République. L'université moderne de Kinkole et l'hôpital Biamba Marie Mutombo viennent de signer un accord de partenariat pour travailler ensemble dans la formation de la jeunesse congolaise en sciences de santé. Les deux parties se sont mis d'accord que cet alma mater envoie régulièrement des étudiants en médecine dans cette grande structure sanitaire de la RDC pour les stages académiques. Fiston Oleko et Stani Samba étaient les témoins de l'événement. Suivez. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce week-end ici à l'université moderne de Kinkole. Dans sa mission de diffusion du savoir, dans l'optique de former pour transformer, cet alma mater vient de signer un accord de partenariat avec l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Cette institution d'enseignement supérieur et universitaire qui ouvre, dès l'année académique qui pointe à l'horizon, sa faculté de médecine va devoir envoyer ses étudiants en stage académique dans ce prestigieux hôpital. Tout est formel, les deux parties ont apposé la signature sur le document. Bon, il s'agit d'un contrat de partenariat entre l'hôpital Biamba Marie Mutombo et l'université moderne de Kinkole. Ce partenariat implique des obligations et des droits entre les deux parties. Et parmi ces obligations, l'hôpital Biamba s'engage carrément à recevoir en son sein les étudiants qui seront en formation à l'université moderne de Kinkole, de recevoir des étudiants de la faculté de médecine, de la faculté des sciences infirmières et ceux de l'école de santé publique. Pour le recteur de l'université moderne de Kinkole, c'est un grand jour pour l'université qui tient à donner une formation de qualité à cette jeunesse congolaise. Ce jour est un jour de joie pour l'université moderne de Kinkole. Pour nous, au départ de notre devise, apprendre pour entreprendre, former pour transformer. Ce partenariat pourra aider davantage nos jeunes à pouvoir concrétiser ce qu'ils auront appris en théorie au regard de la pratique et tomber sur un partenaire comme celui-là. Et donc une joie, je le répète, pour nous, et nos jeunes formés seront effectivement heureux de pouvoir expérimenter ce qu'ils auront vu en termes d'études et de théories. La signature de cet accord, qui entre déjà en vigueur ce jour, est la dernière étape avant l'ouverture de la faculté de médecine, car l'université moderne de Kinkole s'est bien préparée en amont, avec entre autres une bibliothèque fournie, mais aussi un laboratoire équipé des outils ayant une technologie de pointe.
Une brève dans ce journal, le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, est suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. L'officier fait les frais de l'affaire du déguerpissement d'un diplomate français en République démocratique du Congo. D'autres officiers sont suspendus, c'est le cas du commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la Légion nationale d'intervention Kabea Chani Mania, ainsi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Le vendredi 30 août 2024, la police de Kinshasa a reçu un renfort significatif en matériel anti-émeute. Lors d'une cérémonie officielle, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni a remis au commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba un total de 25 bus anti-émeute et 10 motos. C'était quelques heures, 24 heures avant la suspension du commissaire Blaise Kilimbalimba. Suivez ce commentaire de Blest Kuzola. Cette dotation s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour améliorer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre. Elle fait suite à l'attribution d'un premier lot de bus et motos par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, responsable du ministère de la Territorialité. Ces nouveaux engins visent à résoudre le problème de mobilité rencontré par la police lors des opérations sur le terrain. Le numéro 1 de la police en RDC a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces équipements, soulignant leur importance pour le maintien de l'ordre public. Satisfait par cet appui logistique, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a assuré qu'il utiliserait ces engins de manière efficace, tant pour les opérations de secours que pour le rétablissement de l'ordre. Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement des capacités opérationnelles de la police, facilitant ainsi une réponse plus rapide et efficace aux défis sécuritaires de la capitale. Dans le secteur économique, 10 ans après la mise en place du guichet unique intégral du commerce extérieur, l'heure est à son évaluation. Au ministère de l'économie, le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a réuni les parties prenantes pour passer au crible les performances au nom de cette invention technique d'il y a 10 ans. Un fait se dégage, selon Mukoko Samba, le guichet unique intégral du commerce extérieur a certes aidé à simplifier le processus de dédouanement, mais certaines marchandises échappent encore au système en général. Suivez. 10 ans après la création du guichet unique intégral du commerce extérieur, guichet place à l'évaluation. Tous les acteurs impliqués sont associés dans cette séance de travail présidée ce jour par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Le guichet est une imagination du gouvernement congolais mise en place dans l'objectif de simplifier les processus de pré-dédouanement, dédouanement et post-dédouanement, mais aussi dématérialiser tous les documents qui entrent en ligne de compte dans le processus des importations et exportations. Après évaluation du travail abattu par le guichet, le vice-premier ministre constate que certaines marchandises, à l'import comme à l'export, échappent au circuit du guichet unique. Mukoko Samba déclare: nous devons cesser de fermer les yeux. Et ici, nous apprenons qu'il y a des importations, ou peut-être même des exportations, qui savent passer par les mailles du guichet unique, mais qui sont quand même traitées, et les marchandises sont dédouanées. Ouais. Donc, vivre avec ça chaque jour, c'est pas ça qui va faire avancer la RDC. En tout cas, la détermination du gouvernement, c'est de cesser de fermer les yeux sur des choses que nous connaissons, qui ne sont pas conformes à nos objectifs. Les Séguis qui gèrent le guichet en contrat de concession a indiqué que sa structure dispose de 8 centres provinciaux et liaisons. Bien n'ayant pas dématérialisé tous les documents, le directeur général du Ségus, Yann Leroux, a promis de poursuivre le processus. Puisque chaque fois qu'il y a un nouveau document ou une nouvelle procédure qui est créée, il faudra le numériser pour le mettre dans le guichet unique. Donc un guichet unique n'est pas un produit fini, c'est un produit qui vit et qui va évoluer avec les procédures et les documents qui vont être créés dans le cadre du commerce extérieur de la RDC. Notons que le guichet unique intégral du commerce extérieur compte 26 000 utilisateurs et le taux de satisfaction est de 86,5% selon les rapports.
Le 31 août de chaque année est consacré à la sensibilisation à l'overdose avec comme thème retenu cette année « Ensemble, nous pouvons ». Le surdosage qui est aujourd'hui l'une des principales causes de décès chez les personnes qui consomment des drogues, également chez les personnes traitées avec des médicaments contenant des opioïdes et ceux qui pratiquent l'automédication. Cette mortalité a tendance à s'accroître alors qu'elle est largement évitable. Que faire pour prévenir une overdose? Rachel Misenga. L'overdose correspond à une prise supérieure à la dose qui peut être tolérée par l'organisme. Il peut être bénin, notamment s'il ne s'est produit qu'une seule fois. Mais les surdosages peuvent aussi provoquer des effets nocifs, voire dangereux pour la santé. L'erreur humaine, un facteur de risque de surdosage. Les surdosages de médicaments peuvent être aussi accidentels et liés à différentes situations telles qu'une erreur de prescription sur l'ordonnance, une erreur au moment de la prise, une confusion entre deux comprimés qui se ressemblent. Les personnes âgées sont particulièrement exposées au risque de surdosage accidentel de médicaments, notamment lorsqu'elles doivent suivre plusieurs traitements. Les jeunes enfants également, si des médicaments se trouvent à portée de main et si une posologie a été mal évaluée par un professionnel de santé. L'automédication est un autre facteur de risque de surdosage involontaire si le médicament est mal utilisé, non-respect de la posologie ou de la durée des traitements recommandés. Que faire donc au cas où il y a une overdose? Le docteur Igmaël répond. Alors, qu'est-ce qui est à la base d'une overdose? C'est généralement une accoutumance, un manque d'information, ou soit encore une certaine mauvaise habitude de vie, donc une indiscipline vitale. Donc, c'est ce qui peut conduire à une overdose. Et comment prévenir une overdose? Donc, ça signifie que la consommation de toute chose doit tenir compte d'abord de son seuil de consommation. Pour éviter les risques d'intoxication ou de surdosage de médicaments, il est important de respecter la prescription du médecin et de signaler. En sport, au cours de la 11e réunion du Conseil des ministres tenue ce vendredi 30 août dernier, la première ministre Judith Sominois a confirmé que l'organisation de la CAN Handball Senior Dames en RDC du 27 novembre au 7 décembre de cette année est placée parmi les priorités. Elle a instruit de ce fait le ministre des Sports et Loisirs Didi Boudimbo de suivre ce dossier de près pour une meilleure organisation. Suivez. Du Congo, avant de boucler son propos, la première ministre a annoncé l'organisation prochaine pour la toute première fois dans notre histoire d'une Coupe d'Afrique des Nations, d'une compétition donc à l'échelle continentale. Il s'agit de la Coupe d'Afrique Handball Senior Féminin qui Kinshasa accueillera du 27 novembre au 7 décembre 2024. Handball Senior Dames plutôt. Une autre grande compétition de boxe est projetée et le ministre des Sports a été chargé de suivre de près toutes ces questions d'organisation. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale. Avec 654 millions de personnes sans accès à l'électricité, l'Afrique, malgré un potentiel solaire immense, peine à exploiter cette ressource renouvelable. Lors de la 6e réunion du comité régional pour l'Afrique de l'Alliance solaire internationale à Abidjan, des experts ont appelé à lever les freins au déploiement de l'énergie solaire, tandis que la Côte d'Ivoire réitère son ambition d'atteindre 42% d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Rachel Misenga pour plus de détails. L'Afrique se trouve à un carrefour crucial dans sa quête d'accès à l'énergie, avec 654 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Alors que le continent détient environ 60% des ressources photovoltaïques mondiales, selon les données de l'Association africaine de l'industrie solaire, l'Afrique n'exploite qu'une fraction de cette énergie renouvelable.
Ce décalage entre le potentiel et l'utilisation réelle du solaire est préoccupant, surtout quand on considère l'impact négatif sur le développement économique et social du continent. Les ministres ivoiriens de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansane Kambile, représentant les ministres des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, soulignent l'importance d'accélérer l'adoption de l'énergie solaire afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les déploiements à très grande échelle de ces potentiels d'énergie solaire devraient permettre de faire bénéficier de l'électricité aux 645 millions d'Africains qui n'y ont pas encore accès. La 6e réunion du Comité régional pour l'Afrique de l'Alliance solaire internationale qui s'est tenue le 28 août 2024 à Abidjan a rassemblé des experts déterminés à lever les obstacles entravant les déploiements de l'énergie solaire sur le continent. Les représentants des pays participants, notamment l'Éthiopie, le Libéria, le Ghana, la Gambie, le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire, promeuvent de partager l'expérience et des meilleures pratiques d'utilisation de l'énergie solaire. La Côte d'Ivoire, membre actif de l'ISA depuis 2017, réaffirme son ambition à porter à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2030. Le gouvernement ivoirien, à travers l'exonération de certaines taxes, encourage les secteurs privés à investir davantage dans ces domaines avec l'objectif d'électrifier le village de plus de 5000 habitants d'ici 2028. Et puis, je l'avais annoncé en titre, en Algérie, les sources d'eau douce sont limitées depuis les années 90, ce qui a conduit les autorités à exploiter des ressources non conventionnelles, notamment le dessalement de l'eau de mer. Ainsi, la construction de la station de dessalement de Cap Janet, qui s'étend sur 15 hectares et possède une capacité de traitement de 300 000 mètres cubes par jour, s'inscrit dans cette démarche. Suivez. Au cours des années 90, le stress hydrique a fortement touché l'Algérie, conduisant les autorités à lancer un programme d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable des zones côtières par le biais du dessalement de l'eau de mer. Les travaux de construction de la station de dessalement de Cap Janet, couvrant une superficie de 15 hectares, progressent rapidement, soulignent les autorités. Avec une capacité de traitement de 300 mètres cubes par jour, cette station géante devrait jouer un rôle clé dans la fourniture continue d'eau potable pour la wilaya de Bourmédesque et des régions voisines. L'entreprise Meditram, spécialisée dans les travaux maritimes, est chargée des drapages et de l'installation des pépilines à une profondeur dépassant le 50 mètres afin de capturer l'eau de mer à 1600 mètres du rivage. Pour mener à bien ces opérations dans les délais prévus, Meditram a fourni tous les matériels et les équipements nécessaires conformément au planning établi pour le projet. La première étape au niveau du bassin du captage consiste à utiliser le ZEUR et des tamis rotatifs pour séparer les particules inférieures à 4 mm. Ensuite, après avoir traité 30 mètres cubes, les eaux sont dirigées vers le bassin de décantation où se déroule l'opération de coagulation, floculation. Les eaux clarifiées sont ensuite pompées vers les stations de pompage intermédiaires, en passant par des conduites de 1800 mm avant d'atteindre les filtres à sable. À noter que ces projets inclus dans le plan de développement national 2022-2024 devraient desservir une grande portion des littorales nationales. Lorsqu'elles seront opérationnelles, ces stations devraient satisfaire 65% des besoins en eau potable dans les pays d'Afrique du Nord d'ici 2030. Et c'est la fin de ce journal. Nous allons le refermer avec les images de retour triomphal à Kinshasa de Martin Fayoulou. L'opposant qui a tenu son meeting ce jour revient d'une tournée qu'il a menée dans plusieurs pays africains et aux États-Unis d'Amérique. Bonne soirée chez vous et merci de votre fidélité. À jeudi.